Bonjour. Alors c'est moi, Jean-Luc Mélenchon. Je fais l'erreur de venir jusqu'ici et maintenant je réponds à toutes vos questions chez Brut. Parfait. Alors, du coup, on va... Alors commencer. comment on fait? Du coup, on commence ici. Alors, l'idée, c'est que vous puissiez prendre la première question, la lire, et après, je Ok. vous laisse y répondre. Bon, allez, on commence par la première question. Paul le Poulpe. Vous avez trouvé ça tout seul? C'est le personnage de la série policière. Bon, Paul le Poulpe. Êtes-vous pour un abaissement du vote à 16 ans? Alors la réponse est oui. Bon, il me faut un mot d'explication parce que ça arrive qu'il y ait des gens qui disent « Ouais, mais 16 ans, c'est trop jeune ». Bon, j'entends l'argument. Hein. En plus, il n'est pas nouveau pour moi puisque je suis tellement vieux que j'étais là quand le vote n'était même pas à 18 ans, mais à 21. Et quand on a dit le droit de vote à 18 ans, il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est pas raisonnable, c'est trop jeune ». D'accord ? Donc je suis habitué à cette remarque. Alors pourquoi 16 ans? Ça, honnêtement, j'accepte qu'on en parle. Parce qu'on peut à 16 ans être émancipé, ce qui revient à être majeur. On peut à 16 ans exercer l'autorité parentale si on a un gamin. Parce que à 16 ans, on a le droit de vote dans les élections prud'homales, donc des élections professionnelles qui désignent les juges qui arbitrent les litiges entre employeurs et employés. Et puis, 16 ans, c'est la majorité pénale. Avant, on est jugé par la justice des mineurs. Après, on n'est plus dans le cadre de la justice des mineurs. D'accord? Je vous donne tout ça comme autant d'arguments pour dire, voilà pourquoi, à 16 ans, on peut être considéré comme apte à formuler un jugement politique de qu'est-ce qui est bon pour son pays. Alors, j'admets que ce ne soit pas toujours le cas et qu'y compris quelqu'un qui a 16 ans répond, moi, j'ai pas envie, je sais pas, j'ai pas idée... Donc, dans mon projet, il y a le vote obligatoire. Mais le vote obligatoire sera une contrepartie, premièrement l'abstention au contrat. Et surtout, le vote ne sera pas obligatoire entre 16 et 18 ans. Donc, la fille ou le garçon, il garde sa liberté de dire bah, « moi, je me sens pas prêt, je le fais pas ». Mais si il se sent prêt, bah, il le fait et on l'admet puisque... Je viens de vous dire, il y a plein de raisons qui font qu'on l'admet autrement. Donc, vote obligatoire, si on vote pas, ça veut dire on est sanctionné? Eh ben oui. Le vote obligatoire, c'est si t'as pas voté, t'es sanctionné, soit t'as une amende, soit, moi je trouve que ça serait mieux d'avoir un travail d'intérêt collectif, tu vois, histoire de... Bon, si tu votes pas, mais tu peux y aller et voter blanc, mais normalement, une société démocratique, ça repose sur la citoyenneté. Donc le fait que les gens donnent leur avis et disent, et donnent des mandats. Voilà, alors un citoyen qui vote pas, c'est un citoyen qui se rend inutile à la société, c'est pas bon. Mais j'ai dit encore une fois, il y aura le respect du fait qu'on peut aller jusqu'à l'isoloir et puis dire moi je n'ai pas d'avis ou je veux pas, je suis pas d'accord avec votre truc. Hein, d'accord? Bon, alors là, Sandor, PCH, légaliser le cannabis. La réponse est oui. Je suis pour légaliser le cannabis. D'abord parce que la prohibition donne rien. Parce que quel est l'argument contre la légalisation du cannabis? C'est que le cannabis est une drogue et que par conséquent, on ne peut pas en proposer la libre disposition. Bon, alors vous connaissez les arguments contre. Une drogue, il y a drogue et drogue. Hein, c'est pas pareil. La coke et le cannabis. Mais il y a des gens qui disent que toutes les drogues devraient être habilitées. Pour les raisons que je vais évoquer maintenant. Mais là, non, il s'agit du cannabis, on se comprend bien, et pas autre chose. Donc, pourquoi? Parce qu'on pense que si on veut faire éteindre les trafics et convaincre que c'est pas une bonne idée de fumer comme une cheminée d'usine du cannabis, même si on sait que c'est pas le cas le plus fréquent, hein, on va pas raconter l'histoire, mais quand même, il y a un nombre de cas non nuls, hein, non négligeables, de gens qui, quand même, y vont un peu fort. Et même beaucoup fort, et ça c'est destructeur, faut pas raconter d'histoire, hein, ça fait pas du bien. D'autant plus que le cerveau est jeune. Bon. Alors donc si on veut faire ça sérieusement, si on veut mener des campagnes, mieux vaut mener des campagnes de conviction que des campagnes de prohibition. D'autant que les campagnes de prohibition, un, ça marche pas, et deux, ça fait perdre un temps et un argent fou. Parce que les officiers de police, parce que ça existe, figurez-vous, qui sont contre la prohibition du cannabis. Ils disent que 60% des cas de contact entre un policier et une personne, hein, c'est pour contrôler les affaires de cannabis.
Donc eux, ils disent c'est une perte de temps gigantesque pour un résultat qui est insignifiant, parce que quand tu te fais crocher, ça serait étonnant que tu aies ton sac avec tes barrettes dedans, quoi. Bon. Donc, et moi je vous dis ça, j'en fume pas, hein, donc, je vous dis ça par réputation, hein, c'est tout. Voilà. Donc voilà pourquoi on pense que la légalisation sera une méthode plus efficace, parce qu'elle va épuiser les trafics. Mais c'est pas le seul trafic que moi je veux épuiser, parce que je veux changer le fonctionnement de la police. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me posera une question un peu plus tard. Mais en tout cas, ça c'est ma réponse à propos du cannabis. Félix, GTLI, que voulez-vous changer pour le bac, monsieur Mélenchon? Mélenchon avec un E, pas un A. Alors, comme le bac vient de changer, je sais pas ce que vous me demandez, je suis contre le bac par contrôle continu, d'accord? Parce que ça, c'est plus un examen national. Et à partir du moment où c'est plus un examen national, il va se produire ce que vous devinez. C'est-à-dire que toutes les facs et toutes les écoles qui viennent après le bac où vous voudrez aller organiseront un concours d'entrée. En disant, écoutez, bon, c'est bien, vous avez le droit, avec votre bac, de passer le concours d'entrée. Mais si vous n'avez pas de bac, vous ne passez pas non plus le concours d'entrée. Donc, si vous voulez, c'est un truc d'hypocrite pour maintenir l'apparence du bac comme premier grade universitaire, mais qui se termine par un concours d'entrée. C'est d'ailleurs le but qui est visé par ceux qui réorganisent l'éducation nationale depuis 10 ou 20 ans, c'est de faire un marché de la connaissance, avec des établissements qui vendent du savoir, avec un chef d'établissement qui est un manager, qui choisit les profs, et même certains disent qu'ils choisissent le programme. C'est déjà le cas dans le collège, 20% du collège. Le programme du collège, c'est décidé par le collège lui-même. Je suis absolument contre tout ça. Je suis pour que tout le monde passe le même bac, dans les mêmes conditions, et qu'à la fin, on n'aille pas vous dire « Ah oui, vous, c'est un bac de quel lycée ?» Ah ouais, tu regardes sur la carte, ouais, pas très bien placé, pas bien famé. Bref, au lieu d'avoir un diplôme qui vaut partout, tu as un motif de ségrégation supplémentaire. Donc, même bac pour tout le monde, fin du contrôle continu et fin de Parcoursup, méthode que je juge honteuse d'accès à l'enseignement supérieur, parce que ça correspond à 10 vocations, paraît-il, qu'on aurait en même temps, ce qui n'est pas vrai. Julia Viss, que comptez-vous proposer pour améliorer la santé mentale des jeunes, 12-18 ans, face aux données peu joyeuses? Bon, déjà, la santé mentale, j'y peux rien. Hein. Le président de la République, il peut pas. Par contre, ce qu'on peut améliorer, c'est les conditions dans lesquelles vivent les gens, et ça peut contribuer directement à leur bien-être mental. Mais il y a beaucoup de choses qui ont à voir dans la santé mentale avec l'état du corps. Et il est certain qu'une politique d'hygiène de vie, qui inclut donc la lutte contre la malbouffe et tout ce qui va avec, a un impact sur le mental. Et ça, c'est aussi vieux que le monde de le savoir. Par exemple, on a une belle formule de Spinoza qui dit « le corps », c'est un philosophe, Baruch Spinoza, il dit la pensée, ce sera toujours plus que le corps pensant, ok, mais jamais moins. Ça veut dire que l'état de votre corps, il pèse directement sur votre état d'esprit. Il n'y a pas longtemps, des savants ont montré qu'il y avait un rapport entre la déprime et l'existence d'une inflammation permanente, hein, genre mal de dents, ou surtout tout ce qui touche à l'estomac et ces choses-là, on dit un rapport direct. Donc premièrement, changer les conditions de vie, les conditions d'alimentation. Et puis troisième élément, le coup de main, quoi. C'est une situation désastreuse. Tu as un psychologue scolaire pour 20 ou 30 000 jeunes. Alors, il ne peut pas faire le boulot. Donc le recrutement, parce que ça permet de s'appuyer sur quelqu'un qui peut vous aider quand vous sentez que vous êtes en train de fléchir ou de tomber du mauvais côté du cheval, de recevoir une aide qui vous permet de dominer la situation. Moi, ce que j'essaierai de faire, alors je l'ai dit, c'est les campagnes contre la malbouffe, puis c'est aussi le fait de garantir des revenus à un étudiant ou une étudiante. Ça lui permet de ne pas être tous les mois en train de se demander comment il va boucler la fin du mois, comment il va payer le loyer, comment il va se nourrir, alors qu'on sait tous que maintenant, c'est devenu la galère générale. Et comment on garantit ces revenus? Bonjour monsieur, je m'appelle Oumoud et je voudrais ça. Attends, comment on garantit quoi? Alors oui, nous on a prévu dans le programme une autonomie, une allocation d'autonomie, on l'a mis à 1063 €. Ne me demandez pas pourquoi 63, mais je peux vous dire pourquoi 1000, parce que c'est le seuil de pauvreté. Et donc on a dit on peut être qu'au-dessus, mais pourquoi ils ont arrêté ça à 63, je ne sais pas.
Alors après, on m'a dit, ah, c'est énorme. Alors moi, je veux non seulement donner ça aux étudiants, mais aussi aux lycéens professionnels. Bon, pourquoi? Pas seulement parce que c'est mes petits chouchous, ce qui est vrai, mais c'est pas une raison purement personnelle. C'est parce que le pays a incroyablement besoin d'eux, c'est-à-dire de gens qui passent des bacs pro dans toutes les professions, parce que c'est un niveau de qualification qui est assez élevé, hein, faut pas croire. Un bac pro, c'est plus compliqué qu'un bac général. Bon, moi, je rétablirais le bac pro à 4 ans, et pour tout le monde, 1063 €, qu'on soit à la fac ou qu'on soit au lycée pro. Bon, d'autant qu'au lycée pro, souvent, il y a un décalage d'1 an, et comme je vais rétablir le bac pro en 4 ans et pas en 3, et encore moins en 2, bon, je sais que la plupart du temps, les jeunes, le soir, ils bossent, souvent le week-end. Puis comme c'est un décalage d'à peu près 1 an par rapport à quelqu'un qui va au bac, tu vas au bac, tu as 17, 18 ans. Bon, tu as un décalage d'1 an, tu es sur 19, des fois il y a 2 ans, 19, 20. En tout cas, déjà 19, tu peux avoir un petit à la maison. Hein. Donc le petit, le boulot et l'école, en général, il y a quelque chose qui craque. Donc pour éviter qu'on en arrive là, j'ai voulu qu'on mette cette allocation aussi aux lycéens professionnels, et ça va de soi au BTS. Hein. Voilà. Alors... Bonjour monsieur, je m'appelle Oumoud et je voudrais savoir quelles mesures envisagez-vous pour aider les étudiants en difficulté. Merci. Bon, alors ça dépend. Vous avez entendu la question, quelles mesures je comprends pour aider les étudiants en difficulté. Ça dépend lesquelles de difficultés. Si c'est les difficultés en maths, je peux rien pour vous, je suis nul. Si c'est pour... Bon, bref, j'ai compris, hein, mais vous avez compris la blague aussi. Donc la difficulté, la seule sur laquelle un président, une politique a des moyens d'entrée, c'est la difficulté de sortir de la misère et de pouvoir étudier. Je viens de répondre avec une allocation. Mais pas seulement, c'est aussi la possibilité de pouvoir accéder aux arts, à la pratique artistique et à la diffusion culturelle. Et ça, ça passe par différentes facilités qui sont accordées aux jeunes gens pour qu'ils puissent le faire, y compris le fameux chèque culture, là. Au début, moi, j'étais contre ce truc. C'est encore une invention à Macron, un truc consumériste, nul. Je te donne des sous et puis tu vas aller acheter ce que tu as déjà vu 100 fois. Bon, on était plutôt critiques. Mais il est apparu que notre affaire était moins simple que ce qu'on croyait. Ça a bien profité, d'abord, que beaucoup de jeunes s'en sont servis, et le plus souvent pour acheter de la lecture. Et il paraît que là-dedans, le record, c'est les mangas. Voilà, on n'a pas à juger. Moi, je sais que lire, s'intéresser à un art quelconque, de toute façon, c'est toujours la même histoire. Ça vous ouvre l'esprit, et donc ça vous donne d'autres appétits, hein, d'autres appétits culturels. Et moi, je ne crois pas que la culture soit un supplément d'âme. Il y a des gens qui pensent ça. Tu vois, d'abord toi, puis après, si tu as le temps, on se cultive. Non. On n'est tous que des êtres de culture. Vous ne le savez même pas, mais la culture est continuellement en vous, à travers la musique que vous aimez, la manière de vous habiller, les goûts que vous avez, les couleurs que vous préférez. Donc tout ça, c'est le résultat d'une culture spontanée ou pas, d'une culture, hein, voilà, une culture de culture. Donc c'est des sujets qui ne peuvent pas laisser indifférents quand on veut s'occuper d'un pays. On ne s'occupe pas que de l'économie, et du déficit, gna gna gna, et tous ces trucs. Le sujet principal, c'est comment on fait pour mener une vie digne, intéressante, et si possible qu'on ne soit pas trop désagréable avec les autres, comme moi. Vous abolissez la chasse, mais non, je ne fais pas ça. Si je fais ça, je vais provoquer une émeute dans ce pays pour rien. On n'aura convaincu personne de rien, et ça sera juste une bataille rangée. Non, on va, par contre, oui, abolir certaines chasses, des chasses qu'on peut qualifier de cruelles. Genre la chasse à la glu, tu vois. Tu vois quel mérite fout de la glu, la bestiole se pose, elle est collée. Non, pas d'accord avec ça. Mais ensuite, il y a la réglementation de la chasse, c'est-à-dire plus de chasse les week-ends et pendant les vacances scolaires. Parce que la preuve vient d'être apportée que c'était dangereux. Alors après, moi, à titre personnel, je ne suis pas chasseur et j'ai pas l'intention de le devenir. Mais je connais tellement de gens que j'aime qui sont chasseurs que j'ai pas envie de leur faire de peine. Et c'est pas le sujet. Le sujet, il est politique. Comme vous me l'avez posé, la réponse, elle est politique. Abolir la chasse, en général, c'est, à mes yeux, impossible. Donc il faut progresser dans la compréhension de pourquoi certaines chasses, en tout cas, doivent être interdites, ou certains jours de chasse. Alors, les mesures pour la maltraitance animale, oui, ce sera parmi les premières. D'abord, la décision clairement énoncée de fermer les fermes-usines. On dit ferme-usine, je pense qu'un truc pareil. Comment, par exemple, comme vous avez l'élevage, vous ont chopé la grippe aviaire dans le Nord,
160 000 poules, en quoi c'est un élevage, un truc pareil? Non, c'est une machine. Alors donc déjà, plus de ces fermes-usines, élevage concentrationnaire, d'autant que c'est par là que les virus se transmettent des animaux sauvages aux animaux domestiques et de là à l'homme. C'est aussi vieux que l'histoire de l'humanité, mais ce qui est beaucoup plus récent, c'est que comme on occupe de plus en plus de territoire pour y faire des cultures industrielles, de plus en plus de virus transitent. Avant, ce n'était pas le cas. Alors, il paraît qu'il y en a encore 1500 en réserve, tu vois. On n'a pas fini dans les pandémies si on continue avec ces conneries d'élevage intensif. Alors, des mesures pour la maltraitance animale, si oui, laquelle je viens de le dire, la première des choses, c'est ça. La deuxième, c'est réduire les temps de transport quand on transporte des bestioles. Aujourd'hui, c'est 26 heures. Hein. Il faut les faire, 26 heures. Et puis l'interdiction formelle et immédiate, c'est-à-dire dès le mois de mai, tant pis pour ceux qui se font prendre là-dedans, il y était du broyage des animaux vivants. Bon, c'était prévu qu'au 1er janvier, ça s'arrêtait. Au 1er janvier, il ne s'est rien passé du tout. Et à la fin du mois de janvier, M. Macron a fait un décret dans lequel il dit que ça va pouvoir continuer jusqu'à la fin de l'année 2022. Ben, moi, je ne suis pas d'accord. De quoi je parle? Du broyage des poussins mâles. Ils s'embroient 50 millions par an. Vous avez bien entendu? 50 millions de bestioles vivantes, des poussins, dans la broyeuse directe. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas les repérer avant. Et que, avec un petit coq, vous ne faites pas une poule pondeuse. Et comme c'est les poules pondeuses qui les intéressent, voilà. Même chose avec 20 millions de petites cannes. Oiseaux, hein? Voilà. Et tout ça, il faut le prendre très au sérieux, parce que vous devez savoir que 80% des volailles vivantes, des oiseaux vivants, sont des oiseaux d'élevage, c'est-à-dire de la volaille. Et bonjour, pensez-vous réellement qu'en convertissant toute notre agriculture au bio, on réussira à nous nourrir nous-mêmes et à nourrir les autres pays? Bah oui. D'abord, on ne devrait même pas avoir besoin de dire agriculture bio. C'est l'agriculture, normalement, c'est bio. Mais on finit par trouver normal que ce soit une agriculture chimique où on déverse des tonnes et des tonnes de pesticides. Donc on va arrêter ça. Aujourd'hui, dans 90% des urines des êtres humains en France, il y a des traces de pesticides. Mais ça, c'est même pas le pire, les petits. Ça, c'est le pesticide connu, hein, le glyphosate. Mais le glyphosate, quand il est dans la nature, que la flotte tombe dessus, il se décompose en petits morceaux. Et les petits morceaux, ils se combinent avec d'autres trucs. Et c'est encore pire que le glyphosate. Donc moi, j'étendrai le champ de la recherche physique. Hein, on cherche qu'est-ce qu'il y a dans la Terre pour savoir où on en est et quel genre de poison les gens absorbent. Et vous verrez qu'on va découvrir que des tas de maladies ont une origine, comme on s'en doute aujourd'hui, de plus en plus environnementale, liée à la consommation de pesticides, consommation involontaire. Aucun d'entre vous a jamais demandé à bouffer du plastique ou du glyphosate. Attends, est-ce que j'ai répondu à la question, est-ce qu'on va y arriver? Ben oui, on va y arriver. Pourquoi? Ben parce qu'il faut. C'est aussi bête que ça. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? On mange pas? Bon, si, on va manger. Donc, il faut développer l'agriculture vivrière. Pour ça, il faut qu'il y ait des paysans. Il nous en manque 300 000. Là, la moitié des paysans vous fichent le camp dans les 12 années qui viennent à la retraite. Aujourd'hui, il y a une surmortalité des paysans qui est considérable, puisqu'il se pend un paysan, je dis il se pend, il se suicide, hein, tous les jours ou tous les 2 jours, je ne me rappelle pas exactement la statistique, mais elle est épouvantable. Donc, alors, il y a 2 choses à dire. Un, il n'y a pas assez de paysans. 2, ceux qui font le boulot n'ont pas l'air de s'en trouver si bien. Et 3, il en faut davantage, parce que pour faire de l'agriculture bio dans tout le pays, il faut 300 000 paysans. Donc, il va falloir leur proposer d'autres manières de vivre, d'autres manières d'être payés. Il faut qu'ils aient des revenus qui soient garantis. Hein, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je mettrais des prix planchers et une obligation de la nourriture bio pour toutes les cantines de gamins. Donc avec ça, tu fais un marché, donc tu fais du revenu. Judy qui, 97, bonjour, taxerez-vous les pollueurs payants? Caramba, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une question qui est sur le nucléaire, je crois, juste avant. Pardon. Non. Ah si, je l'ai sauté, pardon. Ouais, voilà. Bonjour monsieur, êtes-vous prêt à mettre fin aux centrales nucléaires pour produire de l'énergie avec des procédés plus écologiques et plus propres? Oui, c'est absolument ma position. Et je voudrais bien qu'on me comprenne. Moi, j'ai pas de baston idéologique avec le nucléaire. C'est pas une affaire idéologique, c'est que c'est dangereux. Alors maintenant, je vois qu'il y en a plein qui ont oublié Fukushima, qui ont oublié Tchernobyl, qui ont oublié Three Mile Island, et qui pensent que non, il n'y aura jamais d'accident.
Mais même l'autorité de sûreté nucléaire, même tous les gens qui s'occupent du nucléaire vous disent ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Une certitude à 100% n'existe pas dans la nature ni dans la réalité. Donc par la force des choses, et d'ailleurs des incidents, il y en a continuellement dans le pays. Ce qu'il y a, c'est que c'est des incidents qui jusque-là ont toujours été jugulés. Mais un jour, il y en aura un qui ne sera pas jugulé. Et dans ce cas-là, même si c'est 0,01, la probabilité, eh bien, c'est 100% de dégâts derrière. Et quand je dis dégâts, il faut que vous compreniez bien de quoi je parle. Hein. On est un petit pays, malgré tout, en surface. La centrale de Nogent, si elle a un problème, il faut déménager 12 millions de personnes. Personne n'est capable de faire ça. Ça veut dire qu'il y aura un maximum de gens qui ficheront le camp, seulement une pagaille incroyable, et puis un maximum aussi qui resteront tout simplement parce qu'ils ne savent pas où aller ailleurs. Bon. Donc je demande qu'on prenne avec beaucoup de sérieux ça. C'est pas une discussion entre les vertueux qui veulent une énergie décarbonée et puis les autres qui seraient des doux rêveurs, les gens comme moi, parce qu'ils proposent de procéder autrement. On est parfaitement capable de produire autrement de l'énergie. Bon, il faudra mettre les bouchées doubles, il faudra retrousser les manches des chemises, bon on le fera. Sinon quoi ? Qui est-ce qui est prêt à donner son nom, son adresse, son numéro de téléphone ? Et il écrit « Jamais il y aura un problème, et si jamais il y en a un, appelez-moi. » D'accord ? Vous, si vous voulez, pas moi. Et je pense que ce ne serait pas sérieux de le faire. Taxerez-vous les pollueurs payants ? J'en déduis que c'est rendrez-vous payant la pollution. C'est ça. C'est pollueur-payeur, oui, bien sûr. Principe de base. Celui qui dégueulasse tout paye la réparation. Point. Hey, ça bouge plus. Ah si, ça y est. Bonjour Monsieur Mélenchon, j'aimerais savoir quel est votre plan pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Merci. Moi je propose que dans ce domaine, on prenne ce que les associations elles-mêmes ont proposé, parce qu'elles y ont réfléchi, elles ont discuté. C'est des sujets qui sont pas simples, donc elles ont demandé qu'on ait un plan dont elles ont évalué les associations féminines et féministes. Elles ont évalué ça à 1 milliard en prenant en compte toutes les conséquences de la violence sexiste, sexuelle, jusqu'au féminicide. D'accord ? Donc on propose qu'on reprenne leur plan, parce qu'à quoi bon en inventer un autre s'il en existe déjà un fait par des gens qui y connaissent quelque chose. Voilà. Moi, par contre, l'un des problèmes que je soulèverai, et pour lesquels j'ai besoin des chercheurs en sciences sociales et des chercheurs en sciences pédagogiques, c'est pour arriver à analyser pourquoi un homme peut se comporter comme ça. Parce que ça, souvent, c'est des interdits très lourds qui sont à l'œuvre. Alors, il y a une affaire d'éducation des garçons qui... quand vous avez... Pour vous donner une idée de la mauvaise éducation, c'est quand vous avez un gars comme Zemmour qui dit que les femmes sont le butin de l'homme. Bon, évidemment, quand on part d'une idée pareille, le résultat, il peut être que désastreux si le butin n'est pas d'accord. Voilà. Mais au-delà de cet exemple qui est caricatural, il y a plein d'autres choses comme ça qui autorisent les hommes à des comportements qui s'avèrent en fait pas acceptables dans l'éducation de nos garçons. Donc là, il y a quelque chose à revoir de A jusqu'à Z, et pour ça, on a besoin des chercheurs en sciences fondamentales. Et une question justement aussi, quand on parle de violences sexistes et sexuelles, c'est la question du harcèlement de rue. Du harcèlement de rue aujourd'hui, comment on arrive à lutter plus efficacement ? Il y a énormément de femmes aujourd'hui qui se plaignent de... Je sais pas, parce que... Un, c'est vrai, donc c'est pas une invention. Deux, si je mets de côté les questions d'éducation, qui après tout ferait pas de mal, des campagnes nationales, pour ridiculiser le comportement des harceleurs de rue. Je pense que c'est sans doute ce qu'on aura de plus efficace. Parce qu'on a parlé de verbaliser. Alors là, je ne vous dis pas dans quoi on se met. Parce que... qui est-ce qui va verbaliser ? Le policier qui devient d'un seul coup celui qui constate l'infraction et qui vous inflige la peine. Donc chaque policier est transformé en juge. C'est ingérable un truc pareil. De ce qu'on m'a dit, on m'a dit on ne voit pas comment on fait un truc pareil. Donc je préfère dire que la question est ouverte. Moi je sais que j'opterai pour des campagnes publiques de ridiculisation du harceleur, jusqu'à ce que ça devienne un comportement qui rend honteux la personne devant elle-même. C'est comme ça qu'on s'impose des règles morales. C'est quand on viole les règles morales qu'on s'est données, on se sent mal. Justement, c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'on revienne à se sentir mal quand on a ce comportement. Mais en gros, c'est prévention, éducation et verbalisation. Plutôt prévention, éducation, verbalisation, je ne sais pas comment on fait. Ouais. Mais je préfère le dire parce que c'est la facilité de dire oui, il n'y a qu'à verbaliser, ok, tu fais comment ? T'en sais rien. Ou alors tu vas donner un pouvoir de plus à un policier qui va être ton juge. Bon, alors il raffole de ça, je vous préviens.
Parce que, par exemple, le délit qui est le plus intéressant pour un policier, c'est celui d'outrage. Tu sais pourquoi? C'est parce que le policier, quand il y a outrage, il sait qui c'est qui a outragé, il est en face de lui. Et donc, il fait à la fois le constat, et puis il marque un point, toc, il coche une colonne, il a marqué un point, quoi. Bonjour Monsieur Mélenchon, ma question est, que comptez-vous faire pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose? Alors, l'endométriose, je veux que vous le sachiez, on a décidé à notre groupe parlementaire insoumis de déposer un projet de résolution à l'Assemblée nationale. Et c'est Clémentine Autain qui le défendait pour notre groupe. Et la bonne surprise, c'est qu'on a été majoritaire. Alors, ça ne nous arrive pas souvent. Hein. Et donc, la résolution a été adoptée. Mais cette résolution, qu'est-ce qu'elle disait? Qu'il fallait placer l'endométriose, le reconnaître comme une maladie de longue durée. Hein. Et comme ça donne lieu à indemnisation des soins et à indemnisation des jours où on n'est pas capable de travailler parce qu'on souffre trop. Alors pour que tout le monde, et à commencer par les garçons, comprennent de quoi il s'agit de règles qui sont particulièrement douloureuses pour les filles, parce que c'est un processus bizarre qui fait que c'est comme si il y avait des petits granules à l'intérieur qui se collent et qui apparaissent et qui souvent se répandent dans le reste du corps, faut le savoir. C'est une maladie qui a une exposition à la mortalité aux alentours de 35 ans qui n'est pas négligeable. Mais pendant, je ne sais pas combien de temps, c'était pas considéré comme une maladie et pas le caractère incapacitant de l'endométriose n'était pas reconnu, puis les filles n'osaient pas en parler. Puis quand elles en parlaient, on leur disait « ouais, tu t'écoutes trop, c'est normal d'avoir un peu mal, t'es douillette, tout ça ». Et bref, c'était relégué. Et les adultes pour les plus jeunes femmes, mais les médecins, se comportaient, il faut dire les choses comme elles sont, pas correctement. Parce que, c'est complètement incapacitant dans certains cas, l'endométriose. C'est-à-dire, tu peux rien faire d'autre tellement t'as mal. Et puis, le réconfort, il vient de la piqûre de morphine ou d'un truc comme ça, à petite dose, d'accord, mais c'est pas spécialement bon pour la santé. C'est des jours où tu peux pas les bosser, c'est aussi simple que ça. Donc, moi, je suis pour qu'on l'inscrive dans le tableau des maladies de longue durée, de manière à ce qu'on puisse faire ça comme ça, et puis que la recherche avance, quoi, qu'on y mette plus de monde pour régler ce problème. Moi, je pense, j'en sais rien, je suis pas médecin, hein, mais je pense que comme le nombre de cas qui ont été repérés est considérable, c'est maintenant une femme sur 10, ça doit avoir un rapport, moi je vous dis ça comme ça, sans aucune autorité scientifique, avec des éléments qui sont liés soit à la nourriture, soit à l'environnement. Voilà, mais en tout cas, la réponse, je l'ai donnée. Alors, Cam Deb, allez-vous allonger les congés maternité, qui est trop court, 16 semaines à répartir, sauf que l'OMS recommande 6 mois d'allaitement et faire garder un bébé de 10 à 12 semaines, c'est trop rapide. Bon. Alors, la position que moi je tiens, c'est d'abord qu'il faut que les deux, le garçon, la fille, ou les deux parents, si c'est 2 filles ou si c'est 2 garçons, ont le même temps de congé et qu'ils le prennent en même temps pour s'occuper du gamin. Alors le problème de l'allaitement, c'est une recommandation, hein, mais sans plus, et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Sur ce qu'il y a lieu de faire, est-ce qu'il faut se l'imposer ou pas. Donc pour moi, c'est pas le critère. Le critère, c'est le temps d'accueil du jeune gamin, parce que le temps d'accueil, c'est un temps pour les parents, parce que figure-toi que quand t'as un gamin qui arrive, alors ta vie est révolutionnée, hein, c'est plus la même, t'as le jour avant et le jour après, hein, ça a strictement plus rien à voir. Tu commences une autre vie. Donc d'abord, il s'agit de l'accueillir, le gamin, s'en occuper, prendre ses marques avec. Et puis, il s'agit pour les parents aussi de découvrir le truc, hein, et s'adapter. Voilà, donc nous on était partis sur le même temps, 10 semaines après la naissance, parce qu'il y a des congés qui sont avant, et que moi je demande aux filles de prendre, parce que ces congés, il ne faut pas faire la brave. Hein. Si on les a imaginés, c'est parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé de la maman comme du gamin. Et puis après, il y a 10 semaines, avec les 2 parents qui s'en occupent. Et il faut vivre avec son temps, les amis. C'est moi qui vous dis ça, que je suis un vieux. C'est quoi vivre avec son temps? Moi, j'ai connu une période où on ne permettait pas à qui que ce soit de dire qu'il en avait marre. Ça se faisait pas. Tu vois, t'as un gosse petit, t'en as marre, comment, quoi, mauvais père, mauvais mère, tu vois. La vérité, c'est que tu parles avec n'importe qui aujourd'hui, la parole est plus libre, mais c'est les filles les premières qui te disent, moi, j'en peux plus. Je vois pas pourquoi je dois rester bouclé pendant 8 semaines ou 10 semaines,
avec, bon, d'accord, c'est ton gosse, tu l'aimes beaucoup et tout, mais enfin, c'est pas passionnant comme existence, hein. Donner à manger, et puis nettoyer les fesses, et puis discuter un peu avec quelqu'un qui répond pas. Et ça, pendant des semaines. Pendant ce temps, ton conjoint, il va, il vient, il rentre, il sort, et t'as l'impression que t'es coupé de la vie, tout simplement. Alors, bon, les délais que je viens de donner, voilà, c'est bien. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des crèches, et puis des écoles maternelles qui accueillent les gamins. Bon, voilà, alors je vais vous dire une phrase horrible. Plus un gosse est socialisé tôt, plus il est ouvert et conscient. Alors socialisé, un jour, j'étais jeune élu, j'avais dit ça. Il y avait un gars de droite qui n'avait pas compris mon truc. Il dit, quoi, vous voulez leur bourrer le crâne dès l'enfance? Misère, il est compris, je voulais leur apprendre le socialisme. Non, c'est pas de ça dont je parle. C'est qu'un petit être humain, il a besoin d'être pris dans un contexte large. On n'a pas toujours ça. Avant, tu te trimballais avec ton gamin sur toi, et puis tu étais en famille, il y avait plein de monde, tout ça. C'est plus le cas aujourd'hui. OK? Voilà. Voilà ma réponse. Allez, on y va. Bonjour Monsieur Mélenchon. Je souhaitais savoir si vous êtes élu président, comptez-vous augmenter les professeurs et si oui, à quelle hauteur? Merci d'avance de votre réponse. Bon, alors c'est sûr qu'il faut le faire. On a les profs les plus mal payés d'Europe, on a une crise de vocation gigantesque, il y a 30% de moins de candidats pour faire prof qu'il y en a eu autrefois. Et il y a un mal-vivre qui est généralisé, avec aussi une crise de suicide sur laquelle moi je ne veux pas trop rentrer, mais quand même qui a une réalité. Alors ça ne peut pas durer comme ça. Les profs, ils ont perdu aux alentours d'un mois de salaire, avec un blocage de 10 ans de leur indice. D'accord? Donc première chose, on rétablit l'indice, 15 points de plus. Ça vous amène en début de carrière à 2000 euros. Il faut se rendre compte que c'est pas volé, hein, 2000 euros pour un prof qui commence. Il n'y a qu'à vous dire qu'un prof, c'est bac plus 5, normalement. Un capitaine de police, c'est bac plus 3. Bon, c'est 2 boulots qualifiés, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait un écart aujourd'hui. Le prof qui commence, c'est 1800 euros ou des fois moins. Et puis le capitaine de police qui commence, c'est 2400. Il n'y a rien qui justifie un écart pareil dans la qualification. Donc voilà ma réponse. 1, rattrapage du point d'indice, et 2, redéfinition de la grille de salaire pour procéder à de nouvelles augmentations qu'on négocie, et aussi surtout de nouvelles conditions d'enseignement. Bonjour Monsieur Mélenchon. J'avais une question pour vous. Je voulais savoir si au final il ne serait pas plus intéressant de baisser le coût de la vie plutôt que d'augmenter forcément les salaires, puisque drastiquement ça devrait faire augmenter toutes les productions qui sont faites dans le pays. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux au final baisser les loyers, baisser le coût des matières premières, plutôt que d'augmenter les salaires? Alors bon, c'est la bonne question, hein. Évidemment qu'il vaudrait mieux baisser le prix des choses que d'augmenter les salaires, parce que l'augmentation de salaire va développer la consommation populaire. Mais justement, des gens comme moi comptent là-dessus. C'est-à-dire, développer la consommation populaire, c'est 53% du PIB du pays. Si on développe ça, ça veut dire qu'il y a de l'activité. Et s'il y a de l'activité, il y a de l'emploi, etc. Et tout le monde en profite. Donc, mais en même temps, il y a une limite, et vous avez raison. C'est de dire que ça pousse au productivisme, comme on dit, à produire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc il y a un compromis. Maintenant, on ne peut pas le trouver sur tout. Les matières premières, qu'on le veuille ou non, elles font l'objet de tarifs sur le marché mondial. Pour d'autres choses, non, on peut, en effet, vous avez raison. Par exemple, baisser le prix des transports, baisser le prix de l'énergie, baisser le prix de la nourriture. Ça, c'est des choses possibles, parce que la nourriture, elle n'est pas à son prix de revient aujourd'hui, elle est à son prix de production, plus un coefficient multiplicateur qui est appliqué par les grandes surfaces. Donc moi, je compte jouer des deux. Baisser les prix, c'est-à-dire baisser les coûts des services publics, et augmenter les salaires de manière à ce que les gens puissent respirer. Si je devais compter que sur la baisse du prix des choses, ça prendrait infiniment plus de temps. Et dans le passé, ça a eu des résultats pervers. Par exemple, la nourriture, autrefois, c'était 20% du budget de la famille, il y a longtemps. Hein. Et pendant les années 60-70, on a fait tomber ça à 9%. Il y a donc eu 11 points de pouvoir d'achat de gagner. Mais sur le dos de qui? Des paysans, hein, parce qu'ils n'ont pas été mieux payés après. Ils ont été moins payés. Donc vous voyez, tout ça, ça se manie avec précaution. Là où je vous donne raison, c'est que oui, il faut aussi penser à la baisse des prix. Et la baisse des prix, c'est lié à l'amélioration des machines qui sont mises en service et la réduction des coûts de production. Et la baisse des prix, on a surtout l'inflation en ce moment, les prix de l'essence, le prix des matières premières. Vous, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça et aussi moi, comment on finance? Ce que je fais, c'est je bloque les prix de première nécessité. Alors il y a dedans les carburants
la nourriture de première nécessité, et puis il peut y avoir d'autres produits. On va prendre le modèle comme modèle, comment ils font dans l'île de la Réunion, où il y a en effet une codification des prix. Et pour que ça marche bien, plutôt que ce soit seulement le préfet qui décide, ils ont constitué des commissions de citoyens qui donnent leur avis sur quels sont les produits qui doivent rentrer dans les listes de produits de première nécessité. Ça change suivant les périodes de l'année, d'accord ? Donc c'est sur cette méthode-là que je compte. Mais oui, blocage des prix, ça c'est indispensable. Les gens ils n'en peuvent plus là, donc faut trouver une solution. Monsieur Mélenchon, que comptez-vous faire pour repeupler les communes rurales et y créer de l'emploi ? Bon, ça se tient, parce que s'il y a de l'emploi, on repeuple. Si on repeuple, il y a de l'emploi. Donc il faut aider les gens à aller y habiter. Il faut le leur proposer. Puis une fois qu'on a un village, déjà on fait ce qu'il faut, ou une petite ville, pour éviter qu'elle se vide de son sang. Par exemple, il n'y a plus de tirette. Tu ne peux plus prendre de sous. Tu ne peux pas aller au marché local si tu n'as plus les sous, si on ne prend pas la carte. Bon, mais tu n'as plus de tirette. Autre exemple, tu n'as plus de poste. Bon. Ou si tu veux que le facteur passe chez toi et qu'il reste juste pour que tu aies le temps de lui poser une ou deux questions, tu payes pour ça. C'est honteux, hein ? Mais ça existe, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Donc il faut arrêter de faire disparaître les services publics. Alors ça veut dire, par exemple, ils se ferment tous les jours une poste depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ils se ferment tous les jours une école dans le pays. On arrête tout ça. Voilà ce que je compte faire. À partir du moment où vous pouvez élever vos gosses, les avoir sur place à l'école primaire, vous voyez bien que ça change la vie complètement. À partir du moment où vous avez les services publics, vous pouvez vivre localement. Donc les deux vont ensemble. Puis après, vous verrez, parce que bientôt, vous allez vous apercevoir d'un problème dont on ne vous parle pas trop. Parce que pour l'instant, vous écoutez tous les bêtises à Zemmour et à Madame Le Pen. C'est qu'il y a un problème dans ce pays. C'est que la moyenne, c'est 1,9 enfants par femme. Bon, on ne sait pas à quoi ressemble un enfant à 0,9, mais ce dont on est sûr, c'est que ça ne permet pas de reproduire la population. Donc la population, elle va décroître. Et si la population décroît, tout décroît, y compris l'activité. Il y a des pays en Europe qui ont déjà franchi le seuil. Par exemple, la Hongrie, ils sont à 1,4. Donc ils ne s'en remettront pas. Sauf à faire venir du monde, quelle horreur, disent les xénophobes. Justement, il y a une question sur un terme qui est souvent revenu dans cette campagne, qui a été utilisé par Éric Zemmour, mais aussi par Valérie Pécresse dernièrement. Grand remplacement, ça vous suscite quoi comme réaction ? C'est stupide, ça ne veut rien dire. Parce que tu remplaces qui par qui ? C'est pas des terriens par des martiens. Des gens viennent parce qu'ils n'ont pas pu rester là où ils étaient. Il faudrait mieux qu'ils restent là où ils sont, parce qu'ils sont mieux. Ils n'ont jamais demandé à partir. Ils partent parce qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de vie. Puis ils arrivent et ils sont maltraités. Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils arrivent ? Ils vivent dans la population. Alors des fois, ils amènent des plats qu'on ne connaissait pas, donc on fait les mêmes. Ils amènent des musiques, des rythmes. En plus, des fois, il n'y a même pas besoin de ça. Il suffit de regarder la télé. Et ça porte un nom. Ça s'appelle la créolisation. Alors, c'est un mot qui fait peur. Ils disent Mélenchon, il est content du grand remplacement. Je ne suis pas ni content, ni pas content. C'est un fait, point final. En 1950, chaque Français, il y en avait 1 sur 10 qui avait un grand-père étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. Bon, voilà, c'est tout. Donc, ça se fait tout seul. C'est la créolisation, le mélange. On parle tous la même langue en France, j'en vois qui disent des bêtises à propos des musulmans qui ont peur d'être envoyés chez eux. Mais c'est où chez eux la musulmanie ? Ça n'existe pas. Il y a des Français qui sont musulmans, d'autres catholiques, d'autres juifs, puis ils sont français. Donc il faut arrêter d'embêter les gens avec leur religion et de servir de tous les prétextes pour se pouiller. Le grand remplacement, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la vie. Voilà. Et la vie est toujours la plus forte. Toc. Attends. Vous critiquez beaucoup les riches, êtes-vous d'accord avec Hollande quand il dit qu'on est riche quand on touche plus de 4 000 € par mois ? Et quel est votre salaire, tout mandat confondu ? Alors déjà, pour confondre mes mandats, c'est pas possible parce que j'en ai qu'un. Et je cumule plus depuis la Saint-Glinglin. Mon salaire n'est pas un salaire, c'est une indemnité. C'est important parce que sinon après on dit « l'âge de la retraite, pourquoi vous y êtes pas ?» Parce que moi j'ai le choix. Je peux choisir de rester ou de partir. Un travailleur, il peut pas. Il est obligé de rester jusqu'à ce qu'il ait son indemnité. La mienne est de 4 000 € par mois, ce qui est la paye d'un cadre de bon niveau. Voilà. Et pour ces 4 000 €, je bosse à ma façon. C'est-à-dire que mon idée est que le mandat d'un élu est un mandat politique. Donc je fais de la politique toute ma vie, tous les jours.
Voilà, je m'en plains pas, j'ai choisi, hein, j'aurais pu faire autre chose, prof ou peut-être journaliste. Hein. J'ai choisi de mener une bataille politique. Je suis indemnisé pour le faire. Après, est-ce que je suis d'accord pour dire que quand on touche plus de 4 000 € par mois, on est riche? Bon, c'est une discussion sur le mot. Moi, ce que je sais, c'est qu'avec le système d'impôt que j'ai imaginé avec mes amis, tout ce qui est en dessous de 4 000 € par tête de pipe, tu paieras moins. Tout ce qui est au-dessus, tu paieras plus. Voilà, d'impôt, hein, bien sûr. Donc on va, au lieu d'avoir 5 tranches qui fait porter tout par le milieu, on en aura 14, comme c'était le cas avant. Et à la dernière, on en prend vraiment beaucoup, jusqu'à 90%. Mais c'est pas une mesure communiste, c'est une mesure qui a commencé aux États-Unis d'Amérique. Voilà, vous critiquez beaucoup les riches. Mais non, mais on s'est pas compris. Moi, je critique pas les riches. Je critique la mécanique d'enrichissement, comment ça marche. Et me faites pas dire des choses que j'ai pas envie de vous dire, mais c'est pas très malin de penser que, j'ai déjà entendu ça, les gens me disent « Oh, tu comprends, moi aussi, je suis... c'est pas qu'il y ait des riches qui m'ennuient, c'est qu'il y a des pauvres. » Ballot, t'as pas compris qu'il y a un rapport entre les deux. S'il y a des pauvres, c'est parce qu'il y a des riches. Et s'il y a des riches, c'est parce qu'il y a des pauvres. C'est-à-dire l'appauvrissement des uns provoque la richesse des autres. Victor Hugo disait « L'enfer des riches est... le paradis des riches est fait de l'enfer des pauvres. » Alors après, ça marche plus. Ah, c'est bloqué? Je sais pas ce qu'il y a. Ah voilà. C'est bon. Ouais. Alors, Lancelot Carnel, quel sera le salaire des députés et des ministres en 6e République? Alors déjà, c'est pas un salaire, c'est une indemnité, pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure. Alors, me dites pas c'est du pinaillage, non, parce que par exemple, si vous êtes apprenti, vous savez comme moi, vous êtes code du travail, donc vous n'êtes pas compté chômeur, vous n'êtes pas compté étudiant. Eh oui. Donc une indemnité, c'est pas un salaire. Alors quel sera-t-il? J'en sais rien, je n'ai pas réfléchi. En tout cas, à mon avis, qu'on soit ministre ou qu'on soit député, il faut pouvoir vivre bien. D'abord parce que ça permet de vivre, et donc il faut les revenus qui vont avec. Après lesquels ils se débrouilleront pour décider eux, pas moi, parce que moi je ne me mêlerai pas de ça. Là, on passe sur des sujets plutôt de société. Je pense que vous l'avez. Ok. Bonjour Monsieur Mélenchon, je m'appelle Tom Cohen et j'ai une question à vous poser. Êtes-vous pour ou contre l'euthanasie et pourquoi? Je vous remercie, très bonne campagne à vous. C'est sympa, merci pour les vœux de bonne campagne. Oui, alors l'euthanasie, je préfère on s'est engueulé sur le mot à utiliser. Nous-mêmes, on a déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale dont le chef de file était Caroline Fiat. Moi, j'ai pas peur du mot suicide assisté, hein, parce que sur le plan des idées, c'est une très vieille idée qui date des stoïciens, c'est un courant philosophique de la Saint-Glinglin, de l'Antiquité. Et pourquoi? Parce que ça dit, au fond, je ne suis vraiment libre, donc vraiment un être humain, que si j'ai la possibilité, lorsque quelque chose m'est insupportable, de m'y soustraire. Donc il distinguait ceux contre quoi on ne peut rien et ceux contre quoi on peut quelque chose. Alors, si on peut quelque chose, on le fait. Si on peut rien, on a deux solutions. Un, on supporte. Deux, on supporte pas. Mais on reste libre parce qu'on a la possibilité d'éteindre la lumière. Je suis assez content, c'est moi qui ai trouvé l'expression, éteindre la lumière. Et la chanteuse Juliette en a fait une chanson qui est magnifique. Donc oui, je suis pour le suicide assisté. Je pense que c'est une liberté fondamentale, la pleine disposition de soi. On décide pour soi, on est propriétaire de soi. Et c'est exactement la même chose que de dire qu'on est pour l'interruption volontaire de grossesse, qui revient à dire que les femmes sont propriétaires de leur propre corps, à l'exclusion de toute autre personne, c'est-à-dire leurs enfants, leurs parents, leurs époux, sont propriétaires d'eux-mêmes. Et être propriétaire de soi, c'est pas le mot propriétaire qu'il faut retenir, c'est le mot maître. Et donc on n'a pas d'autre maître que soi-même. Ça, c'est le nec plus ultra de l'émancipation. Donc non seulement je suis pour le suicide assisté, mais je suis pour qu'il soit inscrit dans la Constitution comme l'IVG ou la liberté de choix du genre. Parce que c'est s'appartenir soi-même et ne dépendre de personne d'autre que de soi-même pour quelque chose qui a un rapport avec soi-même et à l'intime. Voilà. Monsieur Mélenchon, bonjour. Si vous êtes élu président, quels sont vos projets en matière de handicap et notamment celui de l'autisme? Alors d'abord, sur le handicap d'une manière générale, moi je reste sur la vieille ligne. Je pense surtout aux gamins. C'est l'inclusion. C'est-à-dire, on fait tout ce qu'on peut pour que tous les gosses aient une vie de gosse.
avec d'autres gosses qui, au passage, apprennent qu'il y a des gamins qui peuvent souffrir de tel ou tel handicap, et que cet handicap va être un handicap moteur ou mental, mais ça ne réduit pas sa dignité d'être humain, ni son intérêt d'être humain. Okay ? Donc ça, c'est pour l'école. Quant aux adultes, ma position est la suivante. Je suis pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir une vie autonome, donc ils accèdent au travail, donc on en prend des dispositions pour ça, que leur salaire, leur revenu soit décent. Et en particulier, je suis pour qu'on renonce à cette idée, somme toute assez horrible, qu'a inventée la majorité, qui est de dire qu'on vous donne votre allocation d'adulte handicapé, mais que si vous êtes en couple, on tient compte des revenus des deux. Bon, non. Moi, je suis pour que l'allocation elle soit individuelle et inconditionnelle. Et après, alors ça s'appelle la déconjugalisation de l'aide à la personne handicapée. Quant à l'autisme, alors là, on est dans un problème qui est un casse-tête. Pourquoi c'est un casse-tête ? Parce que déjà, pour identifier les causes, personne n'est d'accord. Est-ce qu'elles sont psychologiques ? Est-ce qu'elles sont physiques ? Pour identifier les remèdes, personne n'est d'accord. Est-ce que ça doit être comportementaliste ou est-ce que ça doit être psy ? Bref, c'est extrêmement embrouillé. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe des voies de soins et de traitement et que de toute façon, il y a un devoir d'accueil qui est plus spécifique pour les autistes que pour d'autres. D'abord pour les aider à vivre une vie normale et ensuite pour leur permettre de faire face à la situation quand les parents n'y sont plus. Donc moi, je suis pour la prise en charge par la société du handicap avec clarté, netteté, et qu'on y mette les moyens dont on a besoin, parce que je ne sais pas ce que pourrait vouloir dire dans ce domaine une limite aux moyens. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, hein ? Bon, c'est comme une limite aux soins, laquelle... Non, il faut donner autant qu'il est nécessaire, et il faut cotiser soi-même, chacun selon ses moyens. Voilà. Bonjour, Monsieur Mélenchon. Ma question, c'est que mettrez-vous en place contre les violences policières ? Bon, moi, d'abord, on commence par dire qu'il y en a, parce que ça ne fait pas bon genre de le dire. Non, c'est absolument impossible de cacher qu'il y en a et qu'elles sont insupportables. Moi, je le dis, évidemment, on m'a beaucoup fait de reproches. Après, vous savez comment c'est, on fait des caricatures. Si tu critiques, c'est que tu es anti-flic. Mais je ne suis pas anti-flic, moi. Pourquoi je serais anti-flic ? Je ne connais pas de société qui ait fonctionné sans une police. Mais police, maintenant on dit maintien de l'ordre. Les forces de l'ordre, de quoi on parle ? C'est pas du tout le but. Le but, c'est être gardien de la paix, garder la tranquillité. Alors, il y a la répression du crime, on le fait sérieusement. Donc déjà, on fait une police où il y a plus d'officiers de police judiciaire que de membres de la BAC, qui sont d'ailleurs dissoutes, parce que la BAC, à mes yeux, c'est pas la bonne manière d'organiser la police de terrain. La police de terrain doit être organisée comme une police de proximité. Et il faut donc plus de gens dans la police judiciaire qui mènent la bataille pour affronter les sources profondes de la délinquance, c'est-à-dire le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et le trafic d'armes, qui sont les trois gros trafics auxquels on a à faire face, ainsi que le vol en réunion, qui est la fraude fiscale de ceux qui exilent leur argent, le cachent ici, le cachent là-bas. Alors, sur tous les plans, il y a des réponses différentes. La police de proximité, elle n'a pas besoin d'un déploiement d'une armada, ni non plus de la mentalité de cow-boy que j'observe. Donc moi, ma position, c'est que d'abord les violences du passé doivent être punies. Il n'y aura pas de prescription. C'est-à-dire que ceux qui ont éborgné sciemment et froidement 32 personnes doivent être identifiés, punis, parce que c'est interdit de le faire, et surtout redressés, c'est-à-dire revenus psychologiquement à la compréhension du fait que tirer un coup de fusil en pleine figure de quelqu'un pour l'éborgner, parce que c'est pas par hasard que 32 personnes ont été éborgnées, et que dans tant de pays du monde, l'éborgnement a l'air de faire partie des méthodes de répression. Donc tout ça, ça veut dire quelque chose qui tourne plus rond dans la tête, parce que tu vois le genre de gars qui décide de t'envoyer ça dans la figure, ou une grenade de désencerclement, ou de nasser des milliers de gens sur une place pour les tabasser à la sortie. Bon.
Donc il y a la refonte de la police pour en faire une police entièrement républicaine et une police estimée et respectée par la population. Il y a donc des choses qui disparaîtront, les flashballs, les grenades de désencerclement, les techniques de nassage, la BAC, évidemment, les braves, n'en parlons pas, qui est une invention. On avait annulé les braves, parce que c'était comme ça qu'avait été tué Malik Oussekine. Vous savez ce que sont les braves? C'est 2 gars qui montent sur une moto, puis il y en a un qui tabasse les gens au passage. Bon, ça, pas possible. Hein. C'est d'une violence absolue, c'est d'une brutalité qui tournera mal. Donc une police plus tranquille. Et puis pour les manifs, le désarmement des policiers. Voilà. Quant aux autres, ils savent que se servir d'une arme, ceux qui sont sérieux, hein, c'est une chose trop sérieuse pour être... comme ça, galvaudé. Voilà ma vision de ce que je veux. Puis alors après, il y a des méthodes que je peux plus accepter, quoi. Le contrôle au faciès, ça va, quoi. Alors il y a plein de gens, ils vous disent, t'exagères. Forcément, on les contrôle jamais. Donc ils se rendent pas compte de ce que c'est, d'être contrôlé 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour, juste parce que t'as les cheveux crépus ou que t'es un peu basané ou je sais pas quoi, sur des critères d'identification physique qui sont des purs préjugés de la part de ceux qui font... les interpellations et le reste. Voilà. Alors, Igor Popov, 72. Êtes-vous patriote? Oui. Alors, faut qu'on s'entende, parce que, après, si c'est pour faire nationaliste, c'est pas la même chose. C'est marrant, d'ailleurs, comment le vocabulaire a évolué dans l'histoire. Il faut que vous sachiez que sur la colline de Valmy, tout le monde criait « Vive la nation ». Mais ils parlaient pas la même langue, ils n'avaient pas les mêmes dieux, ils venaient pas des mêmes coins. À l'époque, ça voulait dire la nation, c'était pas le royaume. Et si c'est pas le royaume, t'es pas sujet, t'es citoyen. Et le mot nation, qui était de gauche, est passé de la gauche vers les conservateurs. Et après, les autres parlaient de la patrie. Ok ? Donc, la patrie, ça voulait dire la terre de nos pères. Bon, on pourrait dire nos pères et mères, hein, mais c'est ça que ça voulait dire. Nous sommes tous les enfants d'un même endroit. Et donc, par extension, on est passé de l'endroit où on vit tous à la communauté légale, c'est-à-dire la loi qui s'applique à tous parce qu'on a tous décidé ensemble. Donc en ce sens, oui, je suis patriote, j'aime mon pays, j'aime sa langue, j'aime sa culture, mais c'est pas ça qui fait de moi un Français. Ce qui fait de moi un Français, c'est la carte d'identité. Ce qui fait de moi un patriote, c'est, alors on dit la différence, c'est le patriotisme, c'est l'amour des siens, vous tous, hein, et le nationalisme, c'est la haine des autres. Je trouve ça un peu sommaire. Mais bon, comme il faut bien trouver une distinction entre les mots, en voilà une. Être patriote, c'est justement pas détester les autres, quand on est français. Pourquoi ? Parce qu'un Français, il a une devise politique, liberté, égalité, fraternité, et que ça s'applique à tous les êtres humains. Tout le monde, sans exception, hommes, femmes, quelle que soit la religion, etc., etc. Voilà comment et pourquoi je suis patriote. Alors après, bon, des fois j'exagère, je coupe tout le monde, hein. C'est-à-dire que j'aime vraiment très beaucoup mon pays des fois. Et peut-être ça me conduit à dire des bêtises à propos des autres. Alors, en réponse, les thèmes de l'insécurité, de vandalisme et les vols avec violence sont inexistants dans votre rhétorique. Ils sont bien réels dans notre quotidien. Pourquoi ? Je ne sais pas où vous voyez ça. Moi, j'en parle, mais à proportion des questions qu'on me pose. Si on ne m'en pose pas, je ne réponds pas. Par contre, il y en a qui passent leur temps à ça. Hein, et puis qui veulent que tout le monde ne parle que de ça. Bon, l'insécurité et le vandalisme, c'est pas pareil. Vous êtes d'accord ? Le vandalisme, ça tient à l'incivilité. L'insécurité, ça s'adresse soit à des personnes, soit à des biens. C'est pas pareil de prendre un coup de couteau et de se faire piquer sa mobilette. C'est pas pareil à propos du vandalisme. Quelqu'un qui casse un... je sais pas quoi, hein, avec quoi je suis pas d'accord. Après, il y a les vols avec violence sont inexistants dans votre rhétorique. Bon, ben oui, il y a des vols avec violence et c'est pas bien. Qu'est-ce que je dis de plus ? Je viens d'expliquer quel genre de police je défends. Mais je comprends pas le sens de la question. Ils sont bien réels dans notre quotidien, parce que dans votre quotidien, c'est qui ? Vous êtes qui ? Votre quotidien de quoi ? Vous êtes riche et vous habitez dans un quartier luxueux. Vous n'aimez pas qu'on vandalise votre Porsche et on vous a volé votre tableau de maître. C'est ça que vous voulez me dire ? Non, hein ? Bon, vous voyez. En gros, c'est certains commentaires qui disaient comme quoi, oui, à la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, quand on parle d'insécurité, il a tendance à dire que c'est qu'un sentiment et pas une réalité. Non, c'est ceux qui disent ça qui ont un sentiment qui est erroné. Je suis conscient du fait qu'il y a des vols, des violences. Qu'est-ce que vous croyez ? Je vis comme tout le monde, moi. J'ai été cambriolé 5 ou 6 fois. Voilà, je suis comme vous tous. Donc, j'ai des solutions, j'ai dit lesquelles.
Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Vous croyez que chaque fois que je vais intervenir, ça va être pour dire « Ah, vous savez, il y a du vol, la violence, l'insécurité, et puis quoi ? Il faut réprimer davantage. » Je suis législateur, vous savez que je suis là depuis longtemps, hein. J'ai été élu, je ne sais pas combien d'années. Une loi par an sur la sécurité. Ça fait 30 ans que ça dure. D'accord ? Ça fait 30 ans que les mêmes viennent me voir en me disant « Mais comment ça se fait que vous en parlez pas ?» Eh bien, j'en parle une fois par an, quand la loi arrive. Et je donne mes propositions. Pourquoi vous ne posez pas la question aux autres ? Je dis pas vous, hein, pas m'engueuler avec vous. Mais pourquoi on ne leur demande pas ? Dites donc, ça fait 30 ans que vous nous cassez les pieds tous les ans avec une loi sur l'insécurité qui toujours vous conduit à montrer du doigt les mêmes. Me prenez pas pour un imbécile. Je sais ce que vous êtes en train de faire. Quand vous faites ça, vous montrez du doigt une catégorie de la population. Hein ? Bon. Et pourquoi vous n'obtenez aucun résultat ? Puisque vous n'arrêtez pas de dire que c'est de pire en pire. Comment ça se fait que c'est de pire en pire ? Alors qu'il y a de plus en plus de lois qui sont sévères, elles punissent, elles tiennent compte, hein ? Il n'y a rien qui marche. Posez-vous des questions. Ça, c'est la bonne question. Pourquoi ce système-là ne marche pas ? Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Moi, j'ai dit ce qu'on peut faire d'autre. Que comptez-vous faire concernant les autoroutes construites avec l'argent du contribuable ? Et depuis trop longtemps, on va chialer des acteurs privés dont les profits sur le dos des Français ne cessent de battre des records. Ben, je compte renationaliser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, j'estime que ce vol qui est depuis la privatisation des autoroutes, alors ceux qui ont acheté les autoroutes, ils ont fait la bonne affaire, hein. En même pas 5 ans, ils avaient amorti la dépense. Tout le reste du temps, pur bénéf. Voilà. Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, et il est temps d'ailleurs que les excédents, c'est-à-dire les super profits des compagnies d'autoroutes, soient affectés à quoi ? À nettoyer, à arranger, à développer peut-être du transport collectif, hein, pourquoi pas. Petite question que je réponds. Ouais. Que diriez-vous à quelqu'un qui ne veut pas voter ? Voilà, les abstentionnistes qui nous regardent là. C'est pas une bonne idée, parce que je vais vous dire, je sais pas pourquoi vous choisissez de pas voter. Si, vous êtes immensément riche, que tout va bien pour vous, que vous êtes beau, belle, cultivé, intelligent, vous avez le véhicule de vos rêves, la maison qui... Ok, faites ce que vous voulez. Mais les autres, quoi, soyez pas cruches, parce que ceux qui ont de quoi, ils vont tous voter. Il n'y a qu'à regarder les élections, où est-ce que l'abstention est la plus forte ? Dans les quartiers populaires. Où est-ce que la participation est la plus forte ? Ailleurs. Donc, réfléchissons avec nos têtes. Pourquoi ceux qui ont quelque chose à perdre, ils vont voter ? C'est parce qu'ils ont quelque chose à perdre. Et qu'ils comprennent. Donc vous, faites pareil. Ça vous concerne. Alors, si vous êtes vraiment, on va dire, un opposant, vous voulez absolument pas participer à la vie politique, ok, respect, moi j'obligerai le vote, donc vous serez obligé d'y aller, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Mais encore une fois, rendez-vous compte des dégâts, quoi. Parce que si vous y allez pas, c'est les mêmes qui reviennent, hein, tout le temps. Et ils vous ont déjà épluché 1 fois, 2 fois, 3 fois, la peau repousse, ils peuvent encore éplucher, hein, voilà. Donc, non, faites pas ça, quoi. Puis d'abord, il y a un minimum de respect pour les autres. On vit tous ensemble, non ? On doit donc faire les choses ensemble, on les fait. C'est l'argent public qui sert à faire tourner tout ce qui est autour de nous. Que chacun prenne sa petite part qui consiste à dire « oui, ceux-là sauront mieux faire que d'autres ». Je suis d'accord, peut-être, c'est pas toujours évident, hein. Qui est-ce qui va mieux savoir faire que d'autres ? Mais justement, c'est pour ça, comme on a notre petit cerveau chacun, on fait avec. Voilà, c'est le principe de la démocratie. Sinon, vous avez un monarque ou un tyran, il décide tout seul. Et en général, les résultats sont pas brillants. Bonjour, monsieur Mélenchon. Est-ce que vous intéressez vraiment à l'univers du jeu vidéo ou est-ce que c'est votre équipe de communication qui s'occupe de vous faire des briefings ? Alors, moi je comprends que vous me posiez la question parce qu'on me la pose sur tous les sujets. Est-ce que je m'intéresse à ce que je fais ? Est-ce que je m'intéresse à ce que je dis ? Ou est-ce que je suis pas là pour séduire ou je sais pas quoi ? Mon équipe de communication, déjà je vais vous dire une chose, elle fait ce qui est décidé politiquement. Donc chez nous, c'est pas les communicants qui fixent la ligne. Ils la mettent en scène, parce que c'est un métier, qu'ils le font bien. Je pense que j'ai la meilleure équipe, la preuve, hein, avec un aussi mauvais sujet que moi, faire des résultats électoraux aussi brillants, ils ont du mal. Hein. Bon, après, je viens sur le jeu vidéo. Moi, je vous dis ça parce que, c'est pas après vous que j'en ai, hein, mais ça m'énerve tellement de voir les journalistes nous ramener tout le temps à ça. C'est votre public, votre part de marché, comme si on était tous devenus des marchands de savonnettes ou de je sais pas quoi, sans aucun idéal, sans aucun but dans la vie. Pourquoi je fais ça, moi ? La probabilité la plus grande, on m'a déjà dit 50 fois, c'est que vous n'allez pas y arriver, je le fais quand même. Bon, c'est parce que je crois à ce que je fais, je crois à un monde meilleur et tout ça. Voilà. Alors, les jeux vidéo, je suis un intellectuel, ça existe, figurez-vous. C'est-à-dire que je sais écrire plus de 140 mots,
J'ai écrit 22 livres. Je m'intéresse à la vie de la société, à l'anthropologie, à la sociologie, à la poésie, la littérature, la philosophie. Bon, voilà, c'est mes sujets. Et j'ai repéré, quand le jeu vidéo est arrivé, que c'était un art total. Je pèse mes mots, un art total. Tous les autres arts contiennent une partie de ce que contient le jeu vidéo. Évidemment, le jeu vidéo ne va pas exclure les autres arts. Il ne va pas exclure la photographie, il ne va pas exclure le cinéma, il ne va pas exclure la peinture, il ne va pas exclure la musique, il ne va pas exclure l'écriture de romans policiers, mais il va toutes les contenir. Et dans une perspective qui est une perspective 3D. Ce qui est, pour moi, c'est la partie du jeu vidéo qui m'intéresse le plus. Et là, oui, c'est un art total et je suis subjugué. Alors après, pour ceux qui aiment que les arguments économiques, j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, le budget du jeu vidéo dans le monde, l'industrie du jeu vidéo, est supérieure à celle du cinéma, donc c'est pas rien. Et nous autres Français, on n'est pas mauvais du tout là-dedans. On a une belle école, à Angoulême et ailleurs. On a des super boîtes qui font des produits magiques. Ubisoft, par exemple, c'est une grande boîte qui fait des choses magnifiques. Donc je m'y intéresse et je voudrais qu'on développe ça. En plus, comme littéraire, j'ai repéré que dans les équipes qui font des jeux vidéo, il y a toujours un ou deux littéraires qui sont là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont lu des histoires, parce qu'ils connaissent l'art de raconter. Et pour moi, je trouve magique que les littéraires aient comme ça, tout d'un coup, un champ d'expansion professionnel qu'ils n'avaient pas dans le passé. Parce qu'à part faire prof, on ne savait pas bien quoi en faire. Et comme moi-même, j'ai fait une filière littéraire, j'avais voulu une année inventer le bac professionnel littéraire, mais j'ai pas eu le temps. On a été battus aux élections et mon dossier n'a jamais abouti. Un avis sur la crypto-monnaie, les NFT. La France a loupé plusieurs virages technologiques en ne soutenant pas ses talents. Ouais, fera-t-elle encore la même chose si vous êtes président ? Sur les crypto-monnaies, évidemment, je ne suis pas pour. Et les virages technologiques loupés, ça se discute. Il y en a beaucoup qui ont été pris, mais pas accompagnés. Ou bien beaucoup ont été pris, ont été des belles histoires, et on a vendu aussi sec. Faut aussi... Et puis c'est pas moi qui ai vendu, ni la puissance publique, c'est bien la personne qui faisait, qui a trouvé que c'était bien de le vendre. Faut s'en rappeler. Et pas toujours tout coller sur le dos de la politique. Bon, moi, en tout cas, les crypto-monnaies, ma réponse est non. La monnaie est un privilège de l'État. Et de l'État, c'est-à-dire de la nation. Donc c'est lui qui décide de la monnaie. Et il décide d'une monnaie honnête, c'est-à-dire d'une monnaie qui est gagée par des biens produits. Et c'est pourquoi on préfère avoir des cours stables de la monnaie. Parce qu'il doit toujours y avoir un équilibre entre le signe monétaire et la production matérielle. La crypto-monnaie, par définition, c'est l'arnaque permanente, la spéculation continuelle avec des bons et des rebonds, pour la raison que personne ne sait quelle est la garantie réelle. Il y a un cours de change, point final. Alors vous me direz les monnaies aussi, mais les fluctuations sur la monnaie réelle, la monnaie des États, ne sont pas les mêmes que celles sur les crypto-monnaies. En tout cas, je ne suis pas d'accord pour on commence à dire oui, mais c'est la liberté de je ne sais pas quoi. Ouais, ok, j'ai compris, à la fin, c'est les GAFA qui décident aussi de la monnaie. Donc ils n'en ont rien à fiche du droit national, ils n'en ont rien à fiche de la monnaie nationale, et ils font la loi. Mais on m'a dit, ah oui, mais ils font des dons. Bah oui, moi je ne suis pas d'accord non plus pour que la charité remplace l'impôt. Voilà. J'espère que c'est dit avec assez de fermeté. Voilà, il vous reste à peu près 15 minutes pour... Monsieur Mélenchon, au vu de l'actualité, 15 questions. Précédente position, ma question est la suivante pour vous. L'Union européenne, si vous êtes président, est-ce qu'on la quitte ou est-ce que vous cherchez à la transformer ? Merci. Alors, c'est une question importante et pas facile. Pendant tout un temps, on avait une attitude avec toutes nos équipes qui était assez raide de la nuque. Pourquoi ? Parce qu'on avait mal vécu le référendum de 2005. On nous a proposé ce qui s'applique aujourd'hui. Les gens ont voté non, et puis les élus politiques ont dit « Ok, on a reçu 5 sur 5, c'est oui ». Ben non, c'est non. Et à partir de là, M. Sarkozy a repris le même traité qui avait été rejeté, il l'a fait adopter par le Congrès du Parlement, et nous l'a pris dans un ensemble de traités qui limite d'une manière incroyable la liberté de choix politique des peuples. Bon. Et ça va très loin, parce que il y a eu des propos d'une brutalité incroyable. Un jour, M. Juncker, président de la Commission, a dit « Il n'y a pas de démocratie possible en dehors des traités ». C'est incroyable. C'est la première fois qu'on entend dire qu'un traité est autre chose qu'un accord. Ça devient une règle comme, je sais pas quoi, moi, les 10 commandements ou un truc de cette nature. Si bien que moi, j'ai l'intention de dire
que c'est plutôt qu'il n'y a pas de démocratie possible dans les traités, puisqu'ils interdisent, par exemple, l'harmonisation fiscale, par exemple, l'harmonisation sociale, parce qu'ils placent au sommet des normes juridiques la concurrence libre et non faussée, alors que moi, je veux y mettre la coopération. Vous voyez ? Donc, il y a un vrai problème. Mais on m'avait fait une question qui était trop frontale, si bien qu'au lieu de discuter des conditions réelles et des raisons réelles pour lesquelles on n'était pas d'accord, on était là dans une discussion abstraite pour ou contre l'Europe, les droits des nations, d'une manière extrêmement abstraite. Donc on a dit, on quitte ce terrain et on va faire une proposition plus simple et plus honnête. Nous appliquerons notre programme quoi qu'il arrive. Donc, si c'est conforme au traité, tant mieux. Si c'est pas conforme, on désobéira au traité. Voilà par quel bout j'attrape la question. Il y a une deuxième raison qui me conduit à être dans cette prudence. Cette deuxième raison, c'est que la domination sur l'Union européenne de la République fédérale allemande est telle que avoir une attitude sortiste, un, créera un chaos, parce que nous sommes la deuxième économie du continent, et deux, revient à abandonner la puissance à l'Allemagne et à l'Allemagne seule, ce qui est rarement une bonne idée sur le continent européen. En tout cas, pour nous Français, ça ne serait pas du tout une bonne idée. Voilà pourquoi je préfère avoir l'attitude que j'ai indiquée, en pensant qu'en plus, je me fais fort d'avoir des alliés, parce que la deuxième économie, je l'ai dit, c'est nous, la troisième, c'est les Italiens, la quatrième, c'est les Espagnols, d'accord ? Donc ça veut dire que la richesse, elle est produite au sud de l'Europe. Nous ne sommes pas le Club Med, comme avait dit Mme Merkel une fois, de manière extrêmement injurieuse et inappropriée. Je croyais que vous vouliez me dire un truc. Bonjour, mademoiselle, madame. J'ai une question à vous poser concernant tout d'abord la cause des Ouïghours. Je voudrais savoir si c'est une cause qui vous intéresse, et si oui, quelle solution envisagez-vous à l'égard de ce crime contre l'humanité qui est en train de se dérouler, si vous êtes élu président. Merci. Et je rajoute un complément sur la question par rapport aux Ouïghours, qui demandait pourquoi votre groupe parlementaire s'est abstenu sur la résolution qui avait été présentée à l'Assemblée. Alors, notre groupe parlementaire s'est abstenu, parce que c'est pas une question, c'est deux, parce que le texte que les socialistes ont mis en débat et qui a été adopté avec l'appui de La République En Marche est un texte qui dit que c'est un génocide qui est en cours en Chine sur les Ouïghours. Donc on leur a dit, écoutez, les grandes ONG ne parlent pas de génocide, et c'est pas le moment de mettre le mot génocide. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que dans les conventions internationales, dans le statut de l'ONU, il est dit que si c'est un génocide, on a le devoir d'intervenir pour le faire cesser. C'est un devoir militaire. Alors, moi, je suis pas d'accord pour qu'on vote la guerre contre la Chine comme ça, pour un mot que les uns ou les autres ont ajouté de manière parfaitement hypocrite, et je suis pour qu'on ait un comportement, disons, de responsable. Un comportement de responsable, c'est on nomme les choses par leur nom. Et on l'a fait au Parlement européen, où on a voté la résolution qui condamnait les violences que l'on fait subir aux Ouïghours. Donc il n'y a pas de désintérêt pour la question, il y a une dénonciation d'un comportement politicien de gens qui votent n'importe quoi, et puis ensuite ils rentrent se coucher à la maison, bombardent leur bière avec les copains, oui, il y a un génocide, je suis contre. Bah, s'il y a un génocide, non, on ne peut pas se contenter d'être contre. On doit intervenir pour le faire cesser. Bon, vous admettrez comme moi que ça vaut la peine qu'on y réfléchisse et qu'on fasse attention. Moi, j'ai apprécié votre formule parce que je la trouve beaucoup plus correcte quand vous dites, là, on est dans une situation qui peut être un crime contre l'humanité, donc on exige de savoir et que ça cesse et ainsi de suite. Mais si on regarde les choses un peu plus amples, on s'aperçoit que sur la surface de la planète entière, il y a aujourd'hui une manière de combattre le djihadisme islamique qui, en réalité, aboutit à des mauvais traitements permanents et de masse contre tous les musulmans qui n'ont naturellement souvent, le plus souvent, dans 90% des cas, à voir quoi que ce soit avec la violence djihadiste. Et regardez ce que ça donne. Ça donne la manière avec laquelle les Russes ont traité les Tchétchènes, qui est absolument abominable, de répression. Ça donne les Rohingyas, dont on ne parle pas souvent. Moi, j'ai déposé une proposition de résolution sur les Rohingyas, parce que les Rohingyas, eux, ils sont en Birmanie, ils ont carrément été foutus dehors et parqués sur une île où tout le monde sait que leurs conditions de vie sont effroyables. Sauf que comme c'est la Birmanie, ça intéresse moins un certain nombre d'agences dans le monde qui préfèrent s'en prendre à la Chine parce qu'elle est réputée être communiste, qu'à mon avis, elle ne doit pas être autant qu'on le croit. Donc, et après, je vous passe les Yéménites persécutés par les Saoudiens, etc.
Donc il y a d'une manière générale la façon avec laquelle est organisée la réplique au djihadisme islamique, parce que, et contre quoi moi je serai toujours, qui est qu'on prenne en otage tous les musulmans et qu'on les rende responsables de comportements et de choix politiques avec lesquels ils sont déjà, en général, je vous dis, à 95% pas d'accord. Voilà. Voilà la raison. Il y a une question qui est importante, qui est celle de la rédaction, notamment par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Vous dites aujourd'hui les sanctions, c'est pas la bonne solution ? Ah si, faites ce que vous voulez. Non, c'est très bien. Donc pour vous, il faut sanctionner la Russie ? Non, mais si vous voulez le faire, faites-le. Ça sert à rien, mais ça a l'air de vous plaire. Ah, moi, ça me plaît pas, moi, il n'y a rien qui me plaît. C'est pas un sentiment personnel, mais c'est un débat qui se pose aujourd'hui. Pourquoi vous me posez la question je vous pose comme la ça question en tant qu'en direction présidentielle. Non, la question, c'est pas est-ce qu'il faut des sanctions, c'est est-ce que c'est acceptable ou pas ce qui s'est passé, et qu'est-ce qu'on fait contre. C'est pas parce que vous et vos collègues sur tous les plateaux moi, je veux de télé... absolument Gna, faut faire ci et là, faites si vous avez des bonnes idées. Je suis pas responsable Non, politique, mais la preuve que ça marche, c'est que ça marche du feu de Dieu. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a des débats au Parlement européen, il y a des pays qui prennent des décisions, la France a décidé d'en prendre, et moi je veux juste savoir votre réaction, si c'est une bonne idée ou pas. Bon, alors, la bonne idée, c'est de faire ce que vous voulez, ça m'est égal. Moi, je sais une chose, c'est que j'ai une position non alignée, ni avec les Américains, ni avec les Russes, ni avec les Chinois, ni avec personne. Cas par cas, on décide ce qu'on fait. Les Russes ont franchi un seuil inacceptable. Ils n'ont pas à reconnaître l'indépendance de deux républiques autoproclamées à l'intérieur d'un État reconnu au plan mondial qui est l'Ukraine. Bon, ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, ils ont franchi la frontière, parce qu'ils sont en train d'entrer, ils ont commencé par les reconnaître, et ils entrent militairement dans les deux pays. C'est inacceptable pour nous. Bon, c'est inacceptable. Si on accepte ça, ça veut dire que dorénavant, tous les problèmes vont être réglés par la force. Et des problèmes qui sont résultats de l'effondrement de l'Union soviétique, il y en a partout. Il y en a en Géorgie, il y en a dans l'ex-Yougoslavie, plus les autres problèmes, parce qu'il y en a plein d'autres qui existent, dont on ne parle jamais, qui sont les revendications des uns sur les autres dans l'Europe. Donc moi, je suis pour qu'on commence par dire, qu'on ne peut pas être d'accord. Et qu'on dise pourquoi. Parce que franchir les frontières n'est pas acceptable. Mais il y a des situations, des fois, qui nécessitent qu'on intervienne. Comment ? Je dis de manière contrôlée, maîtrisée, et que les peuples se prononcent sous un contrôle international. S'il y a un problème, s'il n'y en a pas, c'est pas la peine. Mais après, il y a le violon, les sanctions. Qu'est-ce que ça marche bien ? On en a déjà fait pour la Crimée, on en a fait pour l'Iran, on en a fait pour des tas de pays. Ça donne des résultats merveilleux, c'est-à-dire que les peuples tirent la langue jusqu'à par terre, et il n'y a aucun résultat politique. C'est maintenant presque, je ne sais pas combien, on va être à 40 ans de sanctions contre l'Iran, aucun résultat. Les Russes sont entrés en Crimée, ils ont fait voter, il y a un résultat, non, zéro non plus, et ainsi de suite. Donc là, ils sont tous en train de se faire plaisir, parce que, qu'est-ce qu'ils font ? Ils cachent leur jeu. Leur jeu, c'est quoi ? C'est un nouveau partage de l'Europe, entre les Américains et les Russes. D'ailleurs, quand ils veulent parler de sécurité, ils se réunissent entre eux, ils ne font même pas venir d'Européens. Si, pour prendre le café à la fin. Hein, bon, c'est ça leur truc. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de voir ? Un nouveau partage de l'Europe entre Russes et Américains. Tout ce qui rentre pour les Amerlots, c'est OTAN, et tout le reste, c'est pour les Russes. Voilà. Alors ça ne peut pas faire mon affaire, moi. Je suis contre l'OTAN, je suis pour qu'on en sorte, mais je sais ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Poutine s'est dit, ils vont le faire. Et alors, il a dit 10 fois, il ne faut pas qu'ils entrent dans l'OTAN. Il s'est dit, ils vont le faire. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait sa prise d'avantage avant. Il prend les enclaves russophones d'Ukraine, avant que ce soit dans l'OTAN. Parce que si c'est dans l'OTAN, on se tape une guerre. Donc là, il va se taper des sanctions. Celui-là. Et puis, normalement, les États-Unis d'Amérique vont dire, un jour ou l'autre, le Parlement de l'Ukraine va se prononcer pour entrer dans l'OTAN, et puis le Conseil suprême supériorissime de l'OTAN va dire « Ah mais oui, venez », et puis normalement, un seul pays pourrait tout bloquer, c'est ça la règle de l'OTAN, mais il n'y en a pas un qui va s'y risquer, parce que l'oncle Sam va faire les gros yeux à tout le monde. Et puis tous les autres, comme d'habitude, hop, sous la table. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pour qu'on fasse une conférence sur la sécurité des frontières en Europe. Parce que ça sert à quelque chose. On se met autour de la table et on dit aux uns et aux autres, c'est quoi votre problème ? Les Russes, quelles garanties vous demandez ? Mais on nous dit à tous quelles sont les garanties que demandent les Russes. On ne nous fait pas le cinéma médiatique, oh, Poutine est fou, va faire ci, va faire là.
Comme si ce type n'agissait pas en fonction de sa propre vision de ce qui est nécessaire. Nous, on a une autre vision de ça. Mais il y a des moments où on peut s'accorder avec lui, et d'autres fois non. Par exemple, d'autres fois, il faut s'accorder avec les Américains. Moi, je suis partisan du fait qu'on interdise toutes les missiles intermédiaires, 500 km, 5000 km. Zéro, rien, pas en Europe, il n'y en a pas un seul. Pourquoi ? Parce que ça transforme l'Europe en champ de bataille. Donc, la conférence pour la sécurité et les frontières, ça, c'est une réponse concrète. Les sanctions ne nous amèneront à rien. Et évidemment, il faut discuter. Mais pour que la conférence ait lieu, tout le monde commence par évacuer. Alors, on peut dire que c'est une des conditions de la conférence. Ou bien non, il n'y a pas de condition. Mais enfin, on parle rationnellement. Là, les sanctions, qui va les payer ? Les Européens. Gros ballot que vous êtes. Qui vous croyez qui va payer les sanctions ? Les Russes. La dernière fois qu'on a fait des sanctions, ils ont appris à se passer de nous. C'est tout ce qu'on a gagné. Nous sommes le premier investisseur, nous autres Français, en Russie. Nous sommes le premier employeur étranger en Russie. Là, ils disent qu'ils vont couper le pipe, le gazoduc. Rigolade, ils vont le couper pendant quoi ? Quelques mois. Ils vont le rétablir. Pourquoi le gaz a déjà augmenté de 20% ? Qui va payer plus cher ? Les Européens, pas les Russes, puisqu'eux, ils exportent leur gaz. Donc tout ça est c'est pas sérieux. C'est pas de la politique internationale sérieuse. Et puis après, tous ceux qui font des mouvements de menton, qu'est-ce qu'ils veulent ? La guerre ? Faites-la. Montrez-nous que c'est ça que vous voulez. Montrez-nous que vous voulez une guerre nucléaire entre les Américains, les Russes, etc. Puis comme ça tombe bien, c'est chez nous que ça se passe. Donc ça va leur coûter ni aux uns ni aux autres. Tout ça est absurde. Donc moi, mon idée, c'est cette conférence, et surtout le sérieux dans les relations diplomatiques. Et comme je suis français et rien d'autre, pas américain ou je sais pas quoi, je ne suis pas d'accord pour qu'ils s'arrangent entre eux pour décider ce qui est bon pour l'Europe. Voilà. Alors, pour conclure... C'est provoquant le début, mais c'est fait exprès, sinon vous réfléchissez pas. Évidemment. Je vous connais. Pour conclure, justement, on va parler un peu de vos personnalités. C'est quelque chose vraiment, c'est vraiment ping-pong, c'est des questions très simples que je vais poser moi-même, dont certaines qui viennent de la communauté. La première, c'est, voilà, justement, c'est vrai que vous êtes communiste, c'est ce que ma mère dit en tout cas. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est trop long. Le communisme compte dans mon esprit, en tout cas l'idée, mais j'ai jamais été membre du PCF et j'ai pas l'intention de l'être, ni d'aucun parti communiste. J'ai été membre dans ma jeunesse d'une organisation trotskiste, mais j'ai pas de regrets. Mais je suis passé à autre chose. Hein. En toute franchise, quel problème avez-vous de ne pas pouvoir résoudre ? J'en sais rien. J'ai pas peur d'une manière générale, et les problèmes sans solution n'existent pas à mon avis. Votre plus grande fierté ? Pardon ? Votre plus grande fierté dans votre carrière ? J'en sais rien. D'avoir été le premier législateur qui est le premier à déposer une loi pour le mariage pour tous. C'est un peu... Mais c'est pas mon plus grand sujet, non. Mon plus grand sujet, c'est les personnes que j'ai sorties des camps des dictateurs latinos. Échec ? Je me rappelle pas. Il y a la question, c'est justement pour conclure, il y a quelqu'un qui disait, est-ce que c'est toujours vous la République ? Est-ce que vous lui répondez à ceci ? Oui, comme tout le monde. Allez, ciao, ciao. Au revoir, messieurs, merci.